Bonsoir à tous et bienvenue à ce grand rendez-vous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Dans l'un ou l'autre des cas, nous allons tout simplement vous faire passer une soirée riche en informations axées sur le développement. C'est ça le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous. Et donc ce soir, nous avons prévu 4 plateaux avec un enseignant-chercheur, un sexologue. Vous aurez une femme leader d'un réseau de leadership féminin tout à l'heure et un artiste, musicien, arrangeur et formateur. Ce sera sur la rubrique Horizon Culture. On va le retrouver juste derrière la météo que voici. Bien sûr, c'est le grand rendez-vous, la fête de l'INIAM en continu sur ce grand rendez-vous. Monde agricole présente tout à l'heure les opportunités d'affaires qu'offre l'INIAM aux producteurs, aux transformateurs, ainsi qu'à l'économie nationale, tout simplement. Question pour vous, chers téléspectateurs. Peut-on parler de viol dans un couple? Viol entre mari et femme, je voudrais dire aussi. Alors, ne réfléchissez pas trop, chers téléspectateurs. Le sexologue en parle dans un instant. Il va nous présenter les causes, les conséquences également sur la rubrique nature et bien-être. La mise en réseau des valeurs, c'est ça la force des femmes. Aujourd'hui, les femmes béninoises, si vous voulez, dans le but d'exprimer leur leadership, s'épanouir et impacter, étant donc les principaux objectifs. Nous allons, mesdames et messieurs, surfer sur le cas du Bénin, dont la présidente sera sur ce grand rendez-vous. Le consommons local, oui, réussir cela, dans le domaine de la musique, comment y arriver en réalité? On se pose la question de savoir si les Béninois ont les produits musicaux qu'ils aiment ou si les artistes produisent en s'inspirant bien évidemment des besoins de leur public. On va répondre à ces questions dans un instant sur la Horizon Culture avec l'aide bien sûr à Diaho qui est l'invité sur la rubrique Horizon Culture de ce grand rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas que le grand rendez-vous va vous présenter l'actualité du développement tout à l'heure à 19h45 avec Estelle Pazou, doublement chargée ce soir, n'est-ce pas? Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioum. On va vous retrouver sur Monde Agricole, c'est vrai, mais après cela, on va se retrouver également sur le journal, le 19h45. Il y a quoi au menu ce soir? Alors, ils sont là, ils résistent au temps, ils perpétuent la tradition. N'allez pas chercher loin, il s'agit des tisserands. Une de nos équipes est allée à leur rencontre au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou et vous allez voir comment ils arrivent à tisser le pagne. Être en état de grossesse et faire son métier de journalisme, ce n'est a priori pas facile pour la femme. Dans certains médias, ses droits sont même bafoués. Nous vous proposons un reportage
sur le sujet. Et puis, les dysfonctionnements sexuels ne sont pas de la fantaisie. Ils sont des troubles sanitaires et peuvent être guéris par des traitements adéquats. Ce sont là les explications d'un sexologue et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. À 19h45, l'heure à laquelle nous allons bien sûr vous retrouver pour les détails. Merci beaucoup déjà pour les titres. On va tout de suite se retrouver sur le plateau de Monde Agricole qui ouvre les plateaux de ce grand rendez-vous. Monde Agricole continue de célébrer la fête de l'INIAM. Aujourd'hui, il sera question de présenter les opportunités qu'offre bien sûr l'INIAM aux producteurs et aux transformateurs et comment donc cette spéculation produit de la valeur à l'économie nationale. On va répondre à tout ça dans un instant. Suivons d'abord le reportage Cet élément témoin réalisé par Marcel Ibetoro. Communément appelé tévi en langue nationale fond, l'igname est un tubercule largement consommé au Bénin. Son histoire est spécifique. L'igname, le fond l'appelle tévi. Tévi pourquoi? Parce que l'igname sur le champ, l'igname fait 9 mois. Donc la grossesse d'un homme fait 9 mois. Donc ça veut dire l'enfant qui reste debout. C'est une culture qui se multiplient par bouture. Dans la famille d'Igname, nous avons manioc et pommes de terre et généralement un peu de taro et patates, mais ils ne se multiplient pas de la même manière. À partir de novembre, là, déjà on commence à mettre en terre et c'est à partir d'août qu'on récolte. Et nous avions plusieurs sortes de variétés d'Igname. Dans notre pays, l'igname préféré, c'est l'aboko. À l'instar du Bénin, la culture de l'igname s'observe aussi au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et surtout au Nigeria. L'igname se consomme de plusieurs manières. Igname pilé à Savalou, c'est vraiment un mets préférable. Maintenant, partout d'ailleurs, tout le monde préfère manger maintenant igname pilé. On peut faire igname bouilli, simplement. On peut faire ragoût d'igname. Et puis, on peut manger igname frite. En dehors d'être riche en amidon, en vitamines C et B6, l'igname possède d'autres vertus et est adapté à un type de sol. Celui qui consomme bien l'igname là, il est gros. Parce que ça contient un peu d'amidon. Celui qui consomme cosette, d'igname, il n'a pas de diabète par exemple. Notre pays a 8 zones agricoles. Et souvent, c'est les zones à haute forêt qu'on peut cultiver l'igname. Parce que l'igname, c'est le sol meuble. Le prix de l'igname varie selon la période. La production et la commercialisation de l'igname confèrent plusieurs avantages à l'économie béninoise. Sur le plan économique, tout d'abord, quand on fait l'igname sur une terre agricole, après la récolte, la terre devient riche. C'est déjà quelque chose pour le paysan. On n'a jamais jeté l'igname dans la mer parce que c'est trop. C'est parce qu'il y en a de trop. Donc on vend toujours ça. Et tout le monde est maintenant, il y a même les gens d'Abomey qui ne mangeaient pas l'igname pilé. À midi, maintenant, tu sors, tu vas dans les restaurants, là on fait l'igname pilé, tu vas trouver plein de porte-noviers. Les barbares n'arrivent plus à trouver de place même pour consommer. Donc, sur le plan économique, l'igname est très rentable. Valoriser davantage la culture de l'igname au Bénin serait un atout favorable tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Oui, et comment y arriver? C'est à cette question que nous répondons sur ce plateau avec l'aide de Daou Abioye, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Estelle Pazou, on peut dire bonsoir à nouveau. À nouveau, bonsoir. C'est ça. Alors, on parle bien sûr d'INIAM, c'est une culture à business, on peut le dire. Si, on peut le dire. Et avant de dire pourquoi on dit que l'igname est une culture à business, on va essayer de savoir les types d'igname que nous avons chez nous. Bonsoir, monsieur Abioye Mouftaou Abioye, si vous voulez. Alors, dites-nous déjà, quelles sont les variétés d'igname que nous cultivons chez nous? Et bonsoir à vous, merci pour ce plateau. Et je tiens à dire que les types d'igname que nous avons ici au Bénin, outre que ce que nous avons suivi sur l'écran tout à l'heure, c'est
Nous avons ce qu'on appelle le laboko et nous avons ce qu'on appelle le kokoro. Bien sûr, ceux qui ne maîtrisent pas ce vernaculaire ne peuvent pas comprendre. Nous avons également une autre variété d'igname qu'on appelle igname à grosse tête et qui sert à la préparation, pas à la préparation de l'igname pilé. Donc, au moment où on pile, ce n'est pas agréable à manger. Mais quand on le prépare, c'est bon à manger. On peut accompagner ça avec d'autres éléments nutritifs. Et donc, voilà les 3 variétés d'igname que nous avons et nous cultivons chez nous ici au Bénin. Alors, quelles sont aujourd'hui les opportunités que nous avons dans la production de l'igname? Oui, nous avons beaucoup d'opportunités dans la production d'igname. Par exemple, si vous prenez la fête d'igname, vous voyez des gens voyagent de divers horizons pour venir chez nous pour célébrer cette fête. Alors, c'est une grande opportunité pour pouvoir exposer en réalité sur le marché national et international. Parce que moi, j'ai voyagé, je suis allé à Paris, je suis allé à Bruxelles, et je suis allé en Allemagne, mais nous n'avons pas constaté la consommation de l'igname comme cela se doit. Par moment, on voit ça, on fait la poudre de l'igname, ce qui n'est pas facile à faire d'ailleurs, et puis on cherche à piler ça avec la machine, ce qui n'est pas agréable. Mais nous pensons qu'avec ce grand rassemblement qui se fait chaque année, précisément les 15 août, il faut que les responsables à divers niveaux, ceux qui sont les acteurs du domaine, les agricoles et aussi d'autres ingénieurs qui militent dans ce domaine-là, puissent penser comment valoriser cette culture et commencer par exporter de l'igname. On exporte du maïs de chez nous, on exporte l'anacade de chez nous et autres cultures. Notre igname ne voyage pas encore? Non, notre igname ne voyage pas encore. Ça, il faut le dire, c'est la consommation locale. Cela est destiné seulement à la consommation locale. Ça reste ici chez nous au Bénin, ça ne dépasse pas les frontières. Ça ne va pas au-delà des frontières. Donc, moi, avec ce grand rassemblement, même des diplomates, des corps étrangers viennent et puis ils se retrouvent autour de cette fête. Je pense que loin au-delà de la célébration de la fête de l'igname, il faut rentabiliser ce secteur-là en structurant ce secteur et produire de la valeur ajoutée pour pouvoir commencer par sortir l'igname de chez nous. Puisque l'igname, actuellement, ça se cultive dans les zones comme les collines, le septentrion, et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens viennent au Bénin en tourisme et autres, ils disent nous voulons aller manger de l'igname pilé à Tanguieta, nous voulons aller à Djougou pour manger de l'igname pilé. J'ai vu des blancs manger de avec du crin-crin, du gombo. Et ils se plaisaient dans cette manière. Avec la main ou avec la fourchette? Non, avec la main. Ah, vous voyez, donc, ils font comme nous. Si des étrangers viennent ici, ils font comme nous, ils mangent de l'igname pilé, ils prennent de l'igname préparé avec du jus, tout ça là, je pense que il est temps maintenant pour que ce secteur soit bien organisé avec les autochtones et on pourra commencer par envoyer nos ignames vers l'extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'à part la consommation locale, il n'y a pas véritablement d'opportunités aujourd'hui liées à l'igname? Bon, à part la consommation locale, aujourd'hui, il y a d'opportunités. Mais comment arriver à exploiter ces opportunités-là? Voilà. Alors, pour exploiter ces opportunités, c'est premièrement recruter ou bien faire un recensement de tous ceux-là qui cultivent de l'igname aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, dans le domaine de l'anacade, par exemple, le secteur est bien organisé où, avant d'aller vers de l'anacade, il faut passer par des étapes et il y a des responsables à divers niveaux. Donc, il faut organiser, ceux qui sont les cultivateurs doivent avoir des responsables. Dans les zones comme les collines, le septentrion, la Donga et autres, tout ça là, il faut avoir des responsables par zone. Et à partir de là,
Alors, il faut faire des réunions pour voir si la consommation qui existe sur le terrain, c'est-à-dire la production qui existe sur le terrain aujourd'hui, cette production arrive à satisfaire d'abord la demande locale. Si cette production satisfait alors la demande locale, il faut maintenant commencer par penser et élargir et comment méthode ou stratégie, il faut exposer la chose au niveau. Et je pense que, comme l'on le fait avec, par exemple, les noix de palme, de l'ananas, on peut commencer par proposer ce marché-là aux étrangers qui viennent nous visiter ici, qui sont aussi des agricoles chez eux, qui sont aussi des gens qui sont ouverts pour pouvoir faire ce qu'on. Puisque, vous savez, vous déposez l'igname dans les conditions qu'il faut, l'igname ne pourrit pas vite. Vous pouvez déposer de l'igname, ça peut faire 2 ans. Quand c'est exposé à l'air. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand c'est exposé à l'air libre. Que ça ne pourrit pas? Ça ne pourrit pas. D'autant plus que ça ne prend pas contact avec. Je pense que l'igname peut être gardé 2 ans. 2 ans et demi. Toutes les variétés, parce qu'il paraît que le Labocor dont vous avez parlé, oui. ça ne dure pas trop longtemps. Il faut vite le consommer. Oui, il faut vite. C'est vrai, le Labocor en question. Dans les régions où les l'igname se cultivent, il y a une manière de conserver l'igname. Okay. Par exemple, quand vous conservez l'igname dans la boue, et ça se fait ici à Bégamin, au niveau des bas-fonds, on voit des bonnes dames qui prennent ça de l'autre côté et ils viennent mettre ça au niveau de la boue, ils mettent du sable là, ça garde. Et dès qu'ils sont dans le besoin d'aller vendre, ils viennent là, ils les retirent, les lavent un peu, exposent ça sur les plateaux et va déposer ça dans les marchés. Donc, il y a une manière de conserver l'igname. Et donc, je disais tantôt que pour que les étrangers qui viennent vers nous, pour pouvoir consommer, pour fêter l'igname avec la fête de l'igname avec nous. Alors, il faut développer une politique pour pouvoir les attirer, leur faire les propositions et leur dire, si vous avez besoin chez vous, nous sommes disponibles à exporter. Alors, en matière de variété, M. Serwaye a dit tout à l'heure dans le reportage que l'igname arrive à maturation après 9 mois. Oui. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres façons d'avoir d'autres variétés qui ont des cycles relativement courts? Oui, et l'igname arrive à maturation après 9 mois. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui ne font pas 9 mois. Il y en a d'autres, ils vont au-delà de 9 mois, bien sûr. Okay. Mais il y en a d'autres, c'est 6 mois et demi, 7 mois, ils vont être récoltés. C'est par exemple l'autre igname qui n'est pas trop dans le sol. L'igname qui ne sait pas faire de l'igname pilé. L'igname à grosse tête. La grosse tête en question, voilà, ne dure pas trop. Vous savez, quand c'est dans les zones de bas-fond et autres, tout ça, là, les zones humides, ça aspire assez d'eau, c'est regorgé d'eau. Et donc, quand ça commence pas à pourrir encore dans le sol. Donc, au bout de 7 mois déjà, on peut commencer par les récolter. Et quand ils vont constater que quand ils vont traîner un peu, la période de chaleur va venir, là, c'est pour ramasser les dégâts. Ils commencent par se décomposer d'eux-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on puisse avoir l'igname sur toute l'année? C'est-à-dire, il n'y a pas ce mois-là où on ne mange pas l'igname pilé. Comment arriver à produire sur toute l'année l'igname? Il faut d'abord dire, premièrement, que sur toute l'année, pour avoir l'igname sur toute l'année, c'est selon déjà l'observation des ignames qui ont été déjà récoltés au bout de l'année, c'est-à-dire dans un mois T de Par exemple, le 15 août, à partir du 15 août, on commence par avoir de nouvelles ignames. Alors, ces ignames sont stockées quelque part. Ça, c'est la première des choses. Donc, on peut en consommer régulièrement, on peut vendre ça régulièrement. Et ça veut dire que la production est aussi suffisante. La deuxième chose, c'est que pour avoir l'igname sur toute il faut comprendre qu'il y a des cultures qu'on ne récolte pas tout de suite. Il y en a qui connaissent de retard. Et dès qu'on veut les enlever, on constate que, donc on laisse ça un peu et au fur et à mesure, on pourra les récolter pour pouvoir les mettre également sur le marché. La troisième chose est qu'il y en a aussi qui essaient de planter encore quand même ce n'est pas la saison. Okay. Ils essaient de planter.
pas la saison, et ils suivent ça. Ils cultivent en contre-saison. En contre-saison, et ça donne. Et ils mettent les moyens qu'il faut. Voilà, et ça donne, voilà. Merci beaucoup, monsieur Mouftaou, Oui. d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et c'est le Pazou, merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Oui, ce sera dans le journal. Allez, merci beaucoup. J'aime bien votre compagnie aussi. Allez, le grand rendez-vous continue avec vous, chers téléspectateurs. On va retrouver Rose Danodé et son invité. Ça parle santé sexuelle et surtout du viol sur la femme, les conséquences également. C'est nature et bien-être. Viol dans le couple, viol sur la femme de façon particulière, l'avis du sexologue dans un instant, suivant d'abord pense les Béninois. Je ne suis pas trop sûr qu'on puisse dire en couple qu'il y a un cas de viol. Je ne suis pas sûr. Un cas de viol, c'est trop... Non, ça ne peut pas exister. Tout dépend de comment on définit le viol. Moi, je parle de viol lorsque l'un des partenaires subit. Et je prends un exemple. La femme peut ne pas vouloir faire des relations, mais elle accepte malgré tout pour contenter son mari. Donc elle souffre physiquement, mais à quelque part, psychologiquement, elle n'est pas consentante. À partir du moment où il n'y a pas satisfaction mutuelle, et là on peut dire qu'une personne a violé l'autre. Dans le foyer même, les mariés même qui se sont dit nous nous aimons pour le meilleur ou pour le pire, quand il y a de petites crises, papa n'a pas donné quelque chose ou bien on a vu papa avec une femme debout et madame commence à poser les questions. Papa est incapable de bien répondre. Quand papa demande à se coucher, on refuse de donner le sexe. Et ça crée encore de problèmes parce qu'il n'a pas fait. Mais il veut faire à la maison, on dit non. On dit, madame peut dire, là où tu es allé hier, va faire là-bas. L'une des premières raisons, c'est le manque de communication. C'est-à-dire, l'homme et la femme ne se parlent pas, n'échangent pas de manière très claire sur le sujet, sur leur sexualité, sur leurs besoins, sur leurs frustrations. Si nous prenons le cas de tout ce qui est stupéfiant, par exemple, je suis sûr qu'avec ça, ça peut nous, peut-être la drogue et autres, les boissons alcoolisées, tout ça. Quand tu dépasses et tu n'arrives pas à te contrôler, nous pouvons, dans ce cas, dire qu'il peut y avoir cas de viol. D'autant plus que s'il n'y a pas un consentement avant d'aller à l'acte là. Et voilà déjà ton état. S'il y a viol, à quelque part, ça va créer un dégoût. Puisque celle qui n'a ou celui qui n'a pas trouvé satisfaction va se sentir diminué. Et quand ça se répète, ça éloigne les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, mais on se considère comme des objets de plaisir. Ce n'est pas facile, certes, mais on est toujours obligé de ramener tout à terre, d'autant plus que c'est un besoin physiologique aussi. Parlons peu, c'est un besoin physiologique que l'organisme aussi en a besoin et il faut de temps en temps aussi y aller. Séparation, avec la culture moderne, oui, mais avec la culture traditionnelle, il faut plus pour une séparation, puisqu'il y a la force de la société qui est là, la force des deux familles, quand bien même la femme n'est pas satisfaite, parce que surtout c'est elle qui se sent souvent violée, elle ne peut pas quitter. On ne se lève pas pour monter sur la femme pour dire voilà j'ai envie. Et il ne faut pas aller, quand on se saoule la gueule finie, c'est le jour-là qu'il faut se coucher avec maman. Non, c'est pas avec madame, c'est pas ça. C'est un plaisir. Ce qui se passe généralement, c'est l'homme, c'est les hommes qui sont enclins à violer. Parce que la femme, si la femme a besoin de s'épancher, de passer de moment avec un homme, je crois qu'il ne peut pas avoir viol. Même s'il y a viol, ça sera un viol consenti. Bon, on revient, hein, même viol consenti. Les expressions, il y en a plusieurs, en tout cas, on en a suivi. Parlons bien sûr des avis à travers cet élément réalisé par Marcel Betorho et Rose Danodé. On retrouve en plateau Jean-Baptiste Linsouci, sexologue, psychologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau encore pour parler cette fois-ci du viol. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Assio. Dans un couple, voilà ce qu'en pensent les Béninois. On va recueillir l'avis du sexologue. Oui, tout à fait. Et tous, si on peut parler de viol ou pas, on aura son avis. Alors, monsieur le sexologue, lorsqu'on parle du viol, il y a un intervenant qui a dit
qu'il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de viol. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème-là, le viol, selon le sexologue? Le viol, d'abord, a une connotation juridique. Donc, la définition du viol est purement juridique, je pense. Et ici, au Bénin, je pense que la législation le définit comme tout acte de pénétration vaginale ou buccale par le sexe d'autrui, ou toute pénétration anale ou vaginale sans le consentement de la personne. Voilà un peu comment on peut définir le viol. Il y a donc un viol avec consentement? Il n'y a pas de viol. Vous avez donné deux. C'est l'une sans... Oui, la dernière partie vient de... Ok. Oui, donc c'est... Donc il y a toujours un problème de consentement quand on parle de viol en réalité. En réalité. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez suivi un peu les intervenants, le micro-trottoir réalisé? Est-ce qu'on peut réellement dire qu'il y a viol au foyer? D'autant plus que vous aviez tantôt dit lorsqu'il y a pénétration par autrui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'homme, le mari est un autrui? Bien sûr, parce que même la définition dont je viens de parler, les tests ont reprécisé après que le fait que la personne, donc la personne soit mariée à la femme donc violée n'est pas une excuse. Ce qui veut dire que juridiquement, le viol dans le couple existe et est reconnu comme un crime. Comme un crime. Et qu'est-ce qui peut en être à la base? C'est tout part de ce qu'on appelle le consentement. Donc, c'est toutes les fois où la personne n'a vraiment pas envie et qu'elle ne veut pas et qu'on ne l'amène pas contrainte à aller à l'acte sexuel. Mais certains hommes vous diront que même quand on la force au départ, à la fin, tout porte à croire qu'elle jouit. Est-ce que là, on peut parler de viol? Là, c'est très délicat parce qu'en réalité, la jouissance dont on parle là, il faut faire beaucoup attention. La jouissance, c'est une joie, d'accord? Et un rapport sexuel non consenti, je ne vois pas dans quelles circonstances ça peut conduire à cette joie-là, donc à cette, comment on appelle, satisfaction morale, puisqu'il y a une connotation morale dans la jouissance. Mais en général, les gens font cette erreur parce qu'ils se basent sur un certain consentement qu'on peut appeler pseudo-consentement, puisqu'il y a des réactions en réalité physiques, donc physiologiques. Chez la femme, par exemple, la sécrétion de la cyprine, donc de la lubrification, qui font croire aux gens que, en fait, aux hommes, donc aux violeurs, que la femme est consentante, en fait, finalement est consentante. Ce n'est pas le cas, la lubrification n'explique pas toujours que la femme est consentante ou que la femme jouit. Parce qu'il y a des réactions, donc il y a des réflexes qui échappent au contrôle. Il y a certaines réactions qui échappent au contrôle de notre cerveau. Donc, comme naturellement... Comme quoi la lubrification est naturelle, oui, pendant le viol, par exemple, des études récentes qui ont montré en réalité que c'est une réaction adaptative. Donc, c'est une manière de l'organisme de se protéger contre le danger et donc d'éviter qu'il y ait des blessures, il y ait des déchirures, il y ait des saignements pendant l'acte de viol. D'accord, donc ce n'est pas synonyme de jouissance. De consentement, de jouissance, non. Même dans le milieu juridique, de plus en plus, les gens ont compris. Et donc, voilà, elle a quand même joui, et puis il y a les preuves, il y a des prélèvements. Mais désormais, c'est connu qu'il y a des réactions, donc réflexes, qui échappent au contrôle du cerveau et dans la lubrification pendant un viol. Des réactions qui échappent au contrôle du cerveau, mis à part la lubrification qui est naturelle. Oui. Mis à part en fait, comme on est dans le contexte du viol, je pense que ce n'est que de ça qu'on peut parler. Qu'on peut parler. Mais il y a également un intervenant qui l'a souligné.
lorsqu'on parle également de viol, oui. il y a le viol par personne purement étrangère. Oui. Là, on a souvent tendance à parler des filles qui sont violées, oui. des jeunes filles qui sont violées. Ça, c'est très rare. Les études ont montré que la plupart des, donc 90%, non, plutôt 80% oui. des cas de viol sont commis par des personnes connues. Okay. Voilà, des personnes par connues. Des personnes connues. Oui, et sont commis dans, en fait, soit au domicile du oui. violeur, soit au domicile de la violée. Ouais, donc les personnes inconnues, c'est les cas de personnes inconnues, ces cas, il y en trouve, il y a de ces crimes, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui peut amener cette personne étrangère à la femme ou à la fille oui. de la violer? Qu'est-ce qui peut amener? Chacun circule avec son problème et avec ses comment dire, pathologies, si je peux ainsi parler. Et il y en a qui sont malades, donc mentalement, entre griffes, hein, pas nécessairement des gens qui soient voilà, des malades mentaux, oui. mais il y en a qui développent aussi des troubles sexuels et ça peut les amener à vouloir donc, avoir du plaisir à violer quelqu'un et puis on peut se mettre à l'affût quelque part ou créer des occasions pour forcer des femmes. Alors, si je comprends bien, quand on parle de viol sur la femme et qu'on va au niveau, bien sûr, de la justice, oui. On n'a pas besoin d'apporter des preuves, genre, bon, il y a eu blessure, il y a eu ceci, non. Il suffit juste d'apporter la preuve que le rapport sexuel a eu lieu, sans consentement. Oui, sans mais, consentement. Oui, sans consentement. Il suffit d'apporter des preuves que ce rapport a eu lieu et que cela a été sans consentement. Parce que là, c'est aussi délicat, hein, c'est un domaine assez compliqué, le domaine juridique. Oui. Surtout d'agression sexuelle et de viol. Oui. Vraiment, il y a des spécialistes. Mais quelles sont ces conséquences, les conséquences de cet état de choses, voilà, de cette situation? L'après-viol aussi, oui. Il faut savoir le gérer. Le viol, même dans le couple. Oui, même dans le couple. Mais je vais parler un peu des conséquences générales et ça ira avec les cas de viol en couple. Je pense que c'est surtout sur ça que nous devons mettre l'accent parce qu'il y a énormément de conséquences. Déjà pendant le viol, il y a que la violée est blessée, donc peut être blessée quand bien même l'organisme peut essayer quand même de faire quelque chose, de développer une défense. Il peut y avoir des saignements, il peut y avoir des déchirures. Donc déjà, ces conséquences. Mais il y a une autre conséquence très très importante. Oui. Donc pendant le viol, on constate souvent que la victime n'arrive plus à se défendre. Elle est là, elle n'est même pas à crier, elle est comme paralysée. Donc c'est un processus, donc une mécanique psychotropique qui amène à cette paralysie-là. On l'appelle sidération et dissociation. Donc c'est une paralysie. Oui, parce que occasionnelle. Déjà, oui, dans un cas de viol, la femme, il y a une partie du cerveau, donc l'amygdale, qui sécrète des hormones de stress très très nocifs pour l'organisme. Et donc il y a l'adrénaline et le cortisol. Et le cerveau, en fait, puisque c'est ça augmente le rythme cardiaque et la respiration et le flux sanguin. Et pour éviter comment dirais-je, il y a crise cardiaque, il y a le cerveau qui libère d'autres hormones qu'on appelle, en fait, deux spécifiquement, qui sont la kétamine et la morphine. Qui jouent quel rôle? En fait, ça joue un rôle c'est pour éviter le survoltage donc, du cerveau. Ça amène à disjoncter en quelque sorte une partie du cerveau, à dissocier l'amygdale qui sécrète ces hormones-là pour que la sécrétion de ces stress soit stoppée. Et c'est en ce moment-là que la femme est sans mouvement, elle ne réagit pas. Oui. Et puis ça entraîne beaucoup de conséquences après
sur la personne violée. Voilà, il y a les intervenants à travers le micro-trottoir qui sont revenus sur un certain nombre de conséquences. Mais très rapidement, pour terminer, Assioum. C'est terminé. Ah, voilà. C'est vraiment terminé. On aura le temps de revenir sur la question. On aurait aimé aborder les moyens de prévention. Les conséquences sont très importantes. Moi, j'aurais aimé qu'on sépare vraiment cette émission des conséquences, qu'on ait encore, je sais pas, 10 ou 15 autres minutes pour d'autres numéros pour parler réellement des conséquences. D'accord. Sinon, il y en a tellement. Hein, oui, on va en parler très prochainement. Merci beaucoup à vous, Heureuse. Merci, Assioum Gaba. Le grand rendez-vous chez l'Expert. À présent, on parle de leadership féminin. Et ça, on va surfer sur le cas du Roi Gelf pour y aller. C'est l'Expert. Parlons aujourd'hui de la mise en réseau des femmes, principalement du leadership féminin. Et il faut dire que c'est un concept développé ces derniers temps-ci sur tout le continent. Et je dirais, au Bénin, il y a plusieurs réseaux de femmes leaders, si vous voulez. On peut le dire donc ainsi. On a sur ce plateau une présidente, je veux dire la présidente d'un de ces réseaux de femmes. Il s'agit bien sûr du Roi Gelf, Mariette Mochor. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler de l'importance de la mise en réseau des femmes au Bénin et je dirais même en Afrique pour pouvoir mieux impacter. Alors, quand on doit définir d'abord le leadership et après on passera au leadership, c'est quoi? Comment définissez-vous en fait le leadership? Le leadership, c'est d'abord un processus qui conduit un individu à exercer une influence sur un groupe donc, dans le but d'atteindre un objectif, donc des visions à atteindre. Alors, quand nous parlons de leadership féminin, vous voyez donc on commande des dames, des femmes, voilà, et qui sont ensemble, qui agissent ensemble. Et donc, un groupe de femmes ayant à la tête, j'allais dire, une femme, pour apporter encore plus d'influence, pour diriger dans une esprit, je dirais, d'équité, dans un esprit également, je dirais, d'atteinte des objectifs que le groupe, au début, s'est assigné. Est-ce que c'est une manière d'agir pour les femmes, par les femmes? Exactement, on va reprendre peut-être le concept des jeunes qui ont tendance à dire tout ce que vous faites pour nous, sans nous, c'est contre nous bien sûr. Les femmes aujourd'hui ont compris qu'elles ont un pouvoir, elles ont un rôle à jouer dans la société en tant qu'agents d'abord de développement pour leur propre famille mais également pour la société. Nous avons compris également que les femmes ont des compétences. Il y a aussi que des femmes ont des valeurs et qui ne sont pas toujours prises en compte dans la société quand il s'agit de regrouper hommes et femmes ensemble. C'est clair que nous ne sommes pas là dans un débat de travailler contre hommes ou travailler pour uniquement les femmes, mais nous sommes là juste pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes là pour montrer que, considérant les 52% de la population que sont les femmes, qu'il est vraiment important de pouvoir sur ces femmes-là, encore qu'elles sont très actives au Bénin et un peu partout dans le monde, qu'elles travaillent, qu'elles œuvrent véritablement pour le développement de leur pays. Et donc, c'est un peu ça le leadership des femmes qui se regroupent ensemble, qui sont conscientes de leurs capacités, de leur potentialité, des rôles qu'elles ont à jouer dans la société. Alors, la mise en réseau des femmes, est-ce une manière de répondre aux recommandations des politiques qui demandent à ce que les communautés se regroupent en lobby pour défendre leurs intérêts? Non, c'est clair que seul on ne peut vraiment pas arriver au bout des défis que le monde regorge aujourd'hui. Et donc, le réseau, c'est quand même un creuset qui permet aux femmes de pouvoir mettre ensemble, comme je disais au début, des compétences. Et donc, c'est clair qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on arrive à apporter des solutions, à voir ce qui marche ailleurs, afin de dupliquer ou de contextualiser ces bonnes leçons-là pour pouvoir s'en sortir en tout cas. Quand nous prenons le contexte béninois. Donc le réseautage aujourd'hui, c'est un outil très puissant de lobbying, c'est un outil très puissant qui donne la possibilité aux femmes de se faire entendre et d'agir d'abord au niveau communautaire, mais également au niveau national. Au niveau national. Oui. Aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs réseaux de femmes
on a l'impression que chacun se retrouve. On a l'impression que c'est pratiquement les mêmes objectifs impactés. Oui, impactés. C'est clair qu'il y a plusieurs réseaux de femmes, mais c'est clair aussi, même objectif. Mais vous allez voir aussi qu'en cible, il n'y a que ça diffère toujours. Quand vous prenez le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, oui, c'est des femmes ou jeunes filles de maximum 35 ans. 35 ans qui sont dans ce réseau-là, dans le roi Gelf. Okay. Et donc, c'est dire qu'il y aura d'autres réseaux, il y a d'autres réseaux où il y a des plus de 35 ans. Et donc, c'est dire que quand nous prenons ces jeunes femmes de moins de 35 ans, nous considérons à l'âge là qu'elles ont quand même des vécus, elles ont quand même des expériences à pouvoir partager, elles ont quand même des opportunités aussi à pouvoir partager. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est clair qu'on arrivera aussi à pouvoir mettre en commun tous ces réseaux-là qui existent, sur le plan national, on soit bien assaini comme réseau et qu'on puisse véritablement être pris au sérieux. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez, j'allais même sauter sur, vous prendre au mot, tout simplement vous demander, est-ce que ces réseaux-là sont pris au sérieux au Bénin? Est-ce que les politiques arrivent à l'importance de votre existence? L'importance de notre existence est déjà au travers des actions et des activités que mène chaque réseau. Okay. C'est clair qu'il y a des réseaux qui sont plus considérés que d'autres et comme je le dis, c'est beaucoup plus en termes d'impact, en termes d'objectifs également. On doit pouvoir contribuer à un objectif beaucoup plus englobant au niveau national. Alors qu'est-ce qui fait qu'on prenne donc en considération un réseau de femmes? Alors, c'est d'abord les activités que nous menons, c'est le sérieux que nous dégageons également, c'est l'impact sur le terrain. Quand on est réseau de femmes, d'abord quand on est femme et qu'on veut s'imposer dans un milieu, il faut travailler doublement déjà pour quand même arriver à un niveau donné. Et si on veut forcément aussi, je ne dirais pas, c'est pas doublement par rapport à quoi? Doublement parce qu'en tant que femme, il y a beaucoup de stéréotypes qui empêchent la femme aujourd'hui de pouvoir véritablement prendre place dans la société. Et donc, du coup, elle est obligée de travailler vraiment doublement. Quand il dit doublement, c'est peut-être par rapport à l'homme, où est-ce qu'on peut excuser beaucoup les hommes, mais par contre, quand tu es femme, on t'excuse moins. On t'excuse, mais on est plus sévère, en tout cas plus... On demande plus aux femmes qu'aux hommes. On demande plus aux femmes qu'aux hommes, voilà. Et donc, c'est clair qu'à un moment donné, il faut qu'elles travaillent vraiment pour faire accepter au sein de la société. Au sein de la société. Oui. On verra tout ça dans un instant. On verra comment les femmes arrivent vraiment à travailler dans le roi Gelf. Dans un instant, on va vous quitter juste quelques minutes, je dirais 15 minutes. C'est le temps de suivre une autre dame qui nous attend de l'autre côté de la rédaction de BB24 pour le journal. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. À vous, Estelle Pazou. Tout de suite, le journal.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Ils ne sont pas des artisans qu'on croise à tous les coins de rue. Les tisserands se font de plus en plus rares. Ils ne sont plus que quelques-uns à en faire un métier. Nous irons à leur rencontre. Journalisme et grossesse, difficile pour la femme de concilier les deux quand vient le temps. Dans les médias publics comme privés, la réalité est la même, constate le journal. Et puis, les dysfonctions sexuelles sont des troubles. Elles surviennent autant chez l'homme que chez la femme et nécessitent des traitements spécifiques. Dans un des compartiments du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, des artisans travaillent à tisser le pagne. Ils sont plus connus sous le nom de tisserands. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils veillent à perpétuer une tradition vieille de plusieurs siècles, et ceci malgré leurs difficultés. Natacha Renvor est allée à leur rencontre. Voici ce qu'elle nous rapporte. Une navette, une lame et un peigne. Ce sont les quelques instruments dont se sert Bertin dans l'exercice de son métier. Tisserand depuis plusieurs années, il raconte comment cette profession est née à Abomey, sa ville natale. Le roi Agongolo était un roi qui était parti à la conquête à Kétou. Quand il a vu un tisserand, un artisan tisserand qui tissait à l'époque, intéressé, il a décidé de ramener cet artisan, ce tisserand, par forcing à Abomey. C'est de là ils ont installé ce monsieur à Abomey qui construisait les habits du roi. Aujourd'hui, il exerce ce métier au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Ce n'est pas construit par un projet allemand. C'est les Allemands qui ont demandé à ce qu'on regroupe des artisans dans l'atelier. Et ça, on a choisi. À l'époque, on avait choisi 2. Et au fil des jours, on a ajouté 1. Donc, dans l'atelier, il y a 18 artisans dans l'atelier, dont 3 tisserands. Pour confectionner les articles, tout commence avec le fil, matériau de base indispensable. Ça dépend de ce que je veux faire. Si c'est une nappe de table, je peux utiliser 3 à 4 fils. Là, j'utilise 3 fils. Les réalisations de ces tisserands rehaussent l'image de la culture béninoise. Mais comme dans tout métier, ces artisans sont confrontés à quelques difficultés majeures. Les Béninois n'aiment pas consommer local. Donc, ce sont les étrangers qui s'intéressent à nos produits. On est obligé, parce que ici, comme il y a les boutiques, il y a les revendeurs, on est obligé de se soumettre à ces revendeurs-là. Donc, ils nous trimballent comme ils le veulent. Si ces tisserands exercent encore leur métier de manière artisanale et manuelle, dans le respect des traditions ancestrales du tissage, il serait encourageant de les accompagner dans la valorisation de leur art. Chose capitale à l'heure où le monde du textile est de plus en plus industrialisé. Le monde des médias est-il en train de se féminiser? En tout cas, il y a un constat qu'elles sont nombreuses ces femmes à se faire une place dans les médias. Quand elles choisissent le journalisme comme métier, il leur est souvent difficile de concilier grossesse et travail. La difficulté s'assimile parfois à la perte de leur emploi. Et pourtant, il existe en la matière des dispositions légales. Bernard Djogbe, Assel Dancy et Marcel. Elle, c'est Gloria, journaliste âgée de 25 ans. À la recherche d'un emploi, la chance lui a souri. Elle obtient un contrat de travail dans une chaîne de télévision de la place. Une occasion pour elle de faire montre de son savoir-faire professionnel et de prouver qu'elle mérite d'être embauchée. Mais la joie de Gloria s'est vite éteinte. Son rêve se transforme en cauchemar. J'ai fait 3 mois pour les congés de maternité et c'est quand je suis revenue qu'on m'a demandé, le jour de ma reprise, qu'on m'a demandé de repartir, qu'ils vont me rappeler après. Et pourtant, au public comme au privé, les femmes en service, notamment celles des médias, sont protégées par des tests juridiques. Lorsque vous prenez le Code du travail, déjà à l'article 35,
la femme, le numéro 5, lié au repos de la femme, d'accord, est déjà une cause de suspension de son contrat. Lorsque la femme, elle est en état de grossesse, elle a droit à un repos ou à un congé que nous appelons techniquement congé de maternité. Déjà, la loi lui offre la possibilité de voir son contrat suspendu pendant qu'elle est en état de grossesse. Le contrat n'est pas rompu. Le contrat, il est suspendu pour permettre à la femme de traverser après l'accouchement. Elle reprend le travail et là, elle bénéficie d'1 heure par jour pour allaiter son enfant et pendant une période de 15 mois. Voilà qui est bien clair. Cependant, ces dispositions du Code du travail, bien connues de certains patrons, ne sont visiblement pas respectées dans les entreprises de presse. Une pratique qui justifie la réticence de la femme à tomber enceinte en début de contrat. Le législateur prévient. Pour la femme salariée qui se retrouve en situation de grossesse, aucun employeur ne saurait, aucun employeur ne saurait licencier une femme pour faire de grossesse. C'est bien précisé dans les dispositions de l'article 171 du Code du travail. Quoi qu'il arrive, le Code du travail protège les femmes en état de maternité. L'article 170 du Code stipule que la femme enceinte constatée par le médecin peut rompre le contrat sans préavis. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, la dysfonction sexuelle reste préoccupante. Loin d'être due à la mauvaise foi de l'un ou de l'autre, les fonctions sont parfois des troubles sanitaires. Elles varient d'un individu à un autre et nécessitent des traitements spécifiques. Un spécialiste revient sur la question au micro de Gloria Oni. Je vous propose de le suivre. Il y a des dysfonctions sexuelles chez l'homme, donc bien classifiées. Souvent, il y a des hommes qui se plaignent de la durée de leur éjaculation. On parle d'éjaculation précoce. Lorsque ça se passe vite et qu'on n'a pas envie de, on n'avait pas encore envie de finir et qu'on n'a pas eu la capacité de contrôler cette éjaculation-là. Mais il y a aussi l'éjaculation dans sa forme retardée. Donc voilà, ça ne vient pas, la femme souffre, ça ne vient pas. Donc voilà, c'est les troubles de l'éjaculation. Donc on peut parler aussi chez la femme des dyspareunies. Des dyspareunies qui sont des douleurs ressenties pendant les rapports sexuels et qui peuvent être aussi bien superficielles. Donc on parle de douleurs d'intromission, donc qu'on ressent, comment on appelle ça, à l'orifice de l'organe sexuel, en fait, du vagin. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle la dyspareunie profonde, des douleurs qu'on ressent au niveau du pelvis, incluant la zone génitale et le bas-ventre. L'anorgasmie chez la femme peut être liée à une raison physiologique. Donc il y a des femmes qui ne sont pas physiologiquement faites pour avoir l'orgasme. Ouais, donc ça, il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir que la femme ait développé des affections ou des infections qui rendent inconfortable le rapport sexuel. Et donc, elle ne peut pas arriver à atteindre le niveau d'excitation qu'il faut pour déclencher l'orgasme. Des traitements bien connus, ce n'est pas, un peu comme les gens croient souvent, ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas qu'on improvise. Il y a des traitements, mais ce qui diffère, c'est que ces traitements sont personnalisés. On prend le traitement avec le patient parce qu'il a exprimé tel ou tel aspect de ce dont il souffre, alors que chez une autre personne, on peut prendre un autre traitement. Le 17 juillet 2018, c'était le jour d'encaissement pour les actionnaires de la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie, BMCI. En sa qualité d'actionnaire majoritaire, le groupe français BNP Paribas s'est rempli les poches avec une cagnotte de 859,9 millions de dirhams, soit plus de 51 milliards de francs CFA. Malgré la performance, un média marocain citant des sources anonymes assure que BNP Paribas serait en passe de céder sa filiale marocaine au profit d'un investisseur émirati. Il faut dire qu'aucune donnée officielle ni de sa filiale au Maroc ne permet pour l'instant de soutenir cette information. Entre janvier 2000
Entre janvier et mai 2018, la production totale des mines de cuivre en exploitation dans le monde a augmenté de 5,7%. C'est ce que rapporte dans son nouveau bulletin une organisation qui travaille pour plus de transparence dans le secteur du métal. Cette hausse s'explique principalement par les faibles niveaux de production au cours de la période comparative de 2017 au Chili et en Indonésie. Les chiffres ont également positivement affecté par une hausse de 12,5% de la production en République démocratique du Congo et fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Bonne soirée à vous également. On se retrouve certainement le lundi, j'espère. Hein? On se retrouve déjà demain dans le journal. Ah, demain à 19h45, ça c'est vrai. Et donc, passez une très bonne soirée. Merci, pareil à vous. Bon appétit. Hein? Merci. Je sais que vous avez mangé les soirs. Allez, retour en plateau avec Marguerite Moncho, présidente du Roagelf, avec qui nous parlons de leadership féminin, nous parlons également de la mise en réseau des femmes pour donc impacter, s'épanouir et impacter également. Alors, comment fonctionne en fait le Roagelf pour permettre aux femmes de travailler doublement, comme vous l'avez dit? Alors, Roagelf, réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, c'est un réseau qui a vu le jour en 2009, mais au Bénin, bien sûr, en 2012. Et donc, le réseau est constitué de femmes âgées de plus de 35 ans. Et donc, comment fonctionne le réseau? C'est à travers des groupes thématiques. Nous avons d'abord un bureau national. Nous avons également des points focaux au niveau des départements. Et nous avons des groupes thématiques. Comme groupe thématique, déjà, c'est femmes, paix et sécurité. Nous avons comme groupe thématique la défense des droits des jeunes femmes et filles et la promotion du genre. Comme groupe thématique également, c'est la recherche de partenariats. Il y a également femmes TIC et entrepreneuriat. Donc c'est au travers, comme groupe thématique que j'allais surtout, c'est les ODD dividendes démographiques. Ah oui. Voilà, et donc nous agissons au travers des groupes thématiques. C'est des activités que nous menons pour pouvoir plus impacter au niveau de chaque groupe thématique avec à la base des jeunes filles et des jeunes femmes. Ok. Et donc, vous avez des temps, des projets que nous avons un plan de travail, annuel, un plan de travail annuel que nous déclinons déjà dans chaque département et au travers des groupes thématiques. Et donc, c'est des activités que nous menons tant bien en relation des décideurs, qu'en parlant de plaidoyer et lobbying, dans le domaine de la lutte contre aux filles et aux femmes et également de la santé reproductive des adolescents et jeunes. En matière d'entrepreneuriat, c'est des formations que nous donnons à nos membres, mais également à d'autres filles qui ne sont pas membres du réseau, afin d'impacter vraiment, comme je le dis, au niveau communautaire. Parce que la vision même du réseau, c'est vraiment de pouvoir outiller les jeunes filles, les jeunes femmes, pour qu'elles puissent contribuer de façon efficace au développement d'abord de leur communauté, mais également du pays. Alors, outiller, il faut en avoir, il faut avoir les moyens pour pouvoir outiller, bien sûr, ces femmes-là. Quelles sont vos sources de connaissances et de compétences en réalité pour pouvoir outiller ces femmes-là? Oui, pour outiller, d'abord, je dois dire que le réseau est très riche de femmes compétentes qui ont déjà une formation de base, qui travaillent déjà une association et qui décide de mettre au profit du réseau leurs connaissances, leurs compétences. En dehors de ça, nous faisons aussi recours à des compétences externes pour venir former ces filles-là. Nous avons également des partenaires qui nous soutiennent quand même et qui nous aident quand même à chaque fois à pouvoir mener ces activités-là. Donc déjà, le réseau fonctionne d'abord sur la base des compétences parce que des femmes talentueuses, compétentes, on en a tellement que tout ce qu'elles demandent, c'est vraiment la promotion de ces femmes-là. De ces femmes-là, on est pratiquement à la fin de cette année. On peut déjà faire un petit bilan parlant de projets mis en œuvre par le Roagelf au Bénin. Au Bénin, c'est déjà la formation des jeunes filles et femmes dans le domaine d'éthique que nous avons organisée à l'endroit des jeunes filles pour leur permettre de se familiariser d'abord avec l'outil informatique, mais également de pouvoir envisager des débouchés dans le domaine. C'est des séances de sensibilisation qu'on a déjà menées dans le domaine
santé reproductive parce que les questions de grossesse et d'infection, en tout cas, minent beaucoup plus les jeunes, surtout les jeunes filles. Et donc, nous avons mené également des activités. C'est également des activités de promotion de la paix au Bénin parce que oui, on dit que le Bénin est un pays de paix, mais il y a quand même une source de conflit qu'il est important de pouvoir faire taire. Autrement, on va aussi nous retrouver. En tout cas, on ne le souhaite pas dans des situations de conflit qu'on ne pourrait régler. Donc, nous avons également mené des activités dans ce sens-là, de la promotion de la paix et de la sécurité justement à l'intérieur du pays. Nous avons également mené des séances de formation sur les autres des dividendes démographiques parce que si nous voulons atteindre le développement, il faut forcément pouvoir épuiser également ces axes-là qui sont développés dans le développement, dans les autres. Planification, beaucoup plus, c'est ça? La planification familiale, très importante, très capitale si nous voulons atteindre le dividende démographique. Et donc, c'est des questions que nous abordons également avec les ONG qui travaillent déjà dans le domaine. Et donc, que ça soit à l'endroit des enfants, des jeunes filles, surtout j'allais dire, mais également des leaders religieux pour qu'ils nous accompagnent afin que la planification, beaucoup plus la contraception familiale, soit un acquis. Le futur, parlons bien sûr des projets, au niveau bien sûr du ROAGELF. Du ROAGELF, nous voulons continuer vraiment à mettre l'accent sur le leadership féminin. C'est important, surtout dans nos collèges et lycées. Nous voulons vraiment faire le focus dessus, aller vers les jeunes filles, vers les jeunes femmes. D'abord, qu'elles puissent véritablement l'histoire de leur vie. Nous voulons également pouvoir faire participer les femmes aux instances de décision et donc des visées politiques également, c'est-à-dire que nous voulons vraiment outiller les femmes. Candidates oui, pourquoi du pas, ROAGELF pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que trop dire, mais bon, on va travailler pour y arriver. Et donc, c'est beaucoup plus sur ce plan-là, le leadership, la formation et surtout aussi l'autonomisation de la jeune femme, parce que si nous parlons de leadership, il faut forcément parler également de l'autonomisation et bien sûr ceci avec la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes chez nous. Alors, des femmes de plus de 35 ans, il y en a plusieurs qui nous suivent actuellement. Comment intégrer le ROAGELF? Alors, le recrutement est annuel. C'est vrai qu'on vient de boucler pour cette année, mais cette année aussi tend déjà à sa fin, donc l'année prochaine. Et donc, à prendre le rendez-vous sur nos différents réseaux. Nous sommes sur Facebook. Et donc, au moment opportun, on va pouvoir communiquer pour qu'elles puissent véritablement intégrer le réseau et apporter également leur expertise, leurs compétences pour l'essor du réseau et du pays. Merci beaucoup à vous, Mariette Mocho. Je rappelle que vous êtes la présidente du ROAGELF Bénin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir d'avoir parlé leadership féminin avec vous. Merci infiniment pour l'invitation. C'était un plaisir. Allez, nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, on va se retrouver dans notre palais de culture, parler du consommant local, produire musique pour son public et consommer également ce que nous avons comme musique, ce que nous produisons comme musique au Bénin. Comment réussir cela? C'est sur Horizon Culture. Horizon Culture, aujourd'hui nous parlons du consommant local axé sur les produits musicaux. Comment réussir à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons en matière de musique au Bénin. Mécha Kadiaro viendra répondre à la question dans un instant, mais on va juste s'inspirer de cet événement, le tout dernier qu'il y a eu donc à Cotonou, parlant bien sûr de concert, de spectacle au Bénin. 129 Urban Vibes Festival qui a eu lieu donc à la plage de Fidrosé, organisé par le ministère de la Culture. Nous allons suivre ce reportage de Eric Dursou qui était bien sûr sur les lieux pour vous regarder. On va revivre un peu le temps de commencer par en parler. Damidouro, littéralement, fais-moi attendre. Chanté à tue-tête par le public venu de tout le Bénin pour ce spectacle Tout Feu, Tout Flamme à Fidrosé plage. Et Tout Feu, Tout Flamme, c'est le cas de le dire, avec ses feux d'artifice sur le podium autour de David Adedeji Adeleke, alias Davido. Mais avant cet auteur-compositeur-interprète d'origine nigériane qui se déplace dans son jet privé, il y a eu pour ce premier jet musical urbain 31 artistes béninois qu'on ne peut tous citer, tant leurs diversités sont éloquentes au regard
leur sonorité succulente à l'écoute. Au féminin, sonorité et diversité donnent le terrible trio Teriba en tenue uniforme. Au féminin encore, d'autres vedettes en tenue attrayante comme Naria et Fanny Sena. Ou même en petite tenue attractive comme la Go Ashley et Nelly. Au masculin du septentrion Kalamoulaye et des collines à Timpon le buzz national. Et puis le slam de Adjache Hogbonou avec Kopal Das. Et puis encore Cyrano Afokpa Gano. C'est toi qui m'en du francophone bien risible. Après Davido, on aura un guest star Wizkid. Ah oui, il y a eu aussi le groupe Toufran pour le dernier plateau de ce festival. Sur le plateau, Mecha Kadiako, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver, surtout quand il s'agit d'évoquer les questions autour de la musique béninoise qui, pour la plupart du temps, n'arrive pas à être consommée comme cela se doit par les Béninois. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on produit en réalité pour le public béninois ou si le public béninois ne se retrouve pas, n'aime pas ce que les artistes produisent. Je ne sais pas ce que vous allez répondre à cette question. Je vous laisse. Je vous remercie. Cela pose un problème déjà de savoir ce qu'on veut exactement. Parce qu'il arrive qu'on reproche à la musique béninoise de ne pas être exportable. Et en même temps, on reproche à la musique béninoise de ne pas s'adapter aux besoins du marché local. Ça peut paraître contradictoire, ce genre de questions, ce genre de recommandations, ce genre de reproches. Mais en réalité, c'est justement parce que ces deux besoins existent. Il y a des consommateurs à l'étranger qui ont besoin de consommer notre musique, qu'ils soient de la diaspora ou d'autres nationalités qui recherchent un brin neuf, n'est-ce pas, une fibre neuve dans la production musicale. Mais également, il y a des personnes qui sont sur le territoire et qui sont censées être prioritaires et qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être approvisionnées, d'être desservies par rapport à la musique de chez eux. Aussi des besoins d'écouter de la musique venant d'ailleurs. Après, des textes existent, des priorités sont dressées, mais est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous sommes même conscients de cela? Est-ce que nous préparons l'élite à la chose? Est-ce que les populations elles-mêmes sont accompagnées? Nous allons juste conclure ce premier propos en faisant un état des lieux. L'état des lieux, c'est qu'il y a un divorce entre le public et ses artistes de façon générale, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et dont la production rencontre l'assentiment donc des populations, mais ces artistes-là se comptent au bout des frêles doigts d'une main. Ah oui. Alors, mais vous savez, il y en a parmi ces artistes-là qui produisent ce qu'on appelle de la musique béninoise. Mais le public, pour le public, ça c'est pour les yeux. C'est à l'extérieur qui peut vendre ça. Comment arrivez-vous à expliquer cela? Déjà, nous n'avons pas un seul public. Nous avons de plus en plus une certaine diversification dans les publics que nous... Il y a le public scolarisé, voilà. Et il y a le public non scolarisé, il y a le public de l'élite, le public des snobs. il y a plusieurs publics qui se développent et l'artiste qui démarre sa carrière doit savoir tout de suite pour quel public il produit.
Je vais prendre un exemple, je vais citer un nom, je prends le roi Lekperanhou. C'est l'un de ces artistes-là qui n'a pas de souci avec son public parce que produisant une musique rénovée, mais qui reste complètement dans le terroir. Et il y a un public énorme qui consomme cette musique-là dans sa version disque ou dans sa version spectacle, etc. Et tous les artistes ne sont pas logés à cette enseigne-là. Très bien. Et dès que les publics sont identifiés, il faut tenir compte du fait que eh bien, les artistes, enfin mes collègues, pour la plupart dans le mimétisme, on veut reproduire ce qui a marché ailleurs et qui répond généralement ailleurs à la logique de consommation locale. Et donc quand ailleurs les gens trouvent, n'est-ce pas, la formule magique en griffe, mais c'est du travail, pour contenter leur public à l'interne et qu'ils réussissent, nous on récupère cette formule et on veut appliquer ça, à notre public ici, oui. Alors qu'ailleurs c'est du consommation local déjà. Et lorsque c'est un peu du Mina avec, ou lorsque c'est du Yoruba avec du talking drum, la confusion est encore possible parce que nous partageons cette donnée rythmique et linguistique avec les pays. Mais des fois, le fossé est très grand et on n'arrive plus à savoir que c'est un Béninois qui chante. Ce n'est pas possible qu'un Béninois autochtone ne puisse pas reconnaître un compatriote dans une œuvre. Si on ne peut pas se reconnaître entre nous, ça pose un grand problème d'identité et d'identification de l'œuvre artistique. On parle d'identité, on parle d'identification de l'œuvre artistique, la consommation même de la musique à travers les spectacles. On a eu l'exemple du 229 Urban Festival tout dernièrement, qui, on a l'impression, on a forcé un peu pour pouvoir inviter quand même des stars. Je vais parler de Davido, de Wizkid, et puis de Toufan du Togo. Bon, voilà, pour attirer davantage le public. Et ça dit que les artistes béninois n'arrivent vraiment pas à remplir, je sais pas dire, les salles de spectacle. Oui et non. Oui, parce que nous avons des preuves historiques, des articles de journal existent, des reportages télé existent, où ces 3 dernières années, il y a des artistes béninois qui ont fait des concerts à l'intérieur du pays et qui ont fait ça le comble. Ah oui. Ils ne sont pas nombreux, mais on peut citer des exemples. On connaît, on a vu des expériences ici, mais c'est clair que ce ne sont pas tous les artistes. Il y en a, il faut les mettre à 15 sur la liste, réussir à regrouper quelques dizaines de convaincus. Et c'est assez rare. Mais en effet, c'est un système, je vais dire c'est un système, parce que plus nous diffusons les artistes de chez nous sur nos médias, n'est-ce pas, dans nos buvettes, dans nos bars, dans nos VIP, dans nos boîtes de nuit, sur nos téléphones, hein, dans nos sonneries, avec les GSM, plus nous diffusons nos artistes, et mieux le public les adopte, et plus facilement le public peut se déplacer quand ils ont spectacle. Je vais donner un exemple qui va vous faire rire. Vous avez vu l'extrait avec Attincement. Oui. Honnêtement, moi je suis musicien, je suis prof à la fac. Attincement, on n'a pas la même chose, disons-le. Mais la force des mass médias a fait que son passage a été une apothéose. Parce que tout le monde connaît ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans le show business. Les gens se déplacent et réagissent bien quand ils sont au courant de ce que vous faites. Et pour être au courant, il faut les matraquer. Et si nous ne le faisons pas assez pour nos bonnes musiques, je dois dire, nous qui avons évolué dans une génération intermédiaire, qui avons vu les médias se démontrer, nous savions qu'à l'époque, si nos grandes sommités avaient réussi, c'est parce qu'il n'y avait que la radio nationale, la télévision nationale, oui. Et qui étaient dans leur programmation très, très, très locale et qui n'avaient que quelques horaires pour de la musique étrangère. Et ça a beaucoup fonctionné. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas et il faut qu'on revoie tout ça. C'est un système. L'école, depuis les maisons, depuis les municipalités, depuis au niveau des communes, il y a un travail de réveil qui doit démarrer. Vous voulez dire que les artistes
béninois où la musique béninoise subit les revers de la démonopolisation ou que les autres déversent beaucoup plus leur musique ici et que ça plombe les efforts qui sont fournis ici. Nos artistes ne sont pas assez diffusés et ceux qui le sont par la force de l'argent ou par, n'est-ce pas, le rapport entre ce qu'ils font et les tendances internationales. Et ça plombe un peu la réalité de la diffusion du bon travail et qui mérite d'être vu. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression même que même si vous amenez du mbalax au Bénin, c'est que ça va marcher plus que le tchenkoumé. Je n'arrive pas à comprendre ça. Oui, en fait, il y a, et ça j'en parle dans ma casquette de psychopédagogue de la musique, il faut préparer les gens très très tôt. Dans certains pays développés, ce sont des programmes de politique culturelle qui sont établis. On se donne 25 ans, on se donne 50 ans pour développer une certaine conscience nationale d'appropriation des biens culturels nationaux chez le citoyen. C'est un programme établi sur des années, c'est pas du jour au lendemain. Et quand ce n'est pas clair, c'est normal que quand ça vient d'ailleurs, qu'on soit content. Après, le cas du Mbalak précisément, sa proximité avec le Kaka fait que les gens, en réalité, vous les voyez, ils ne dansent pas Mbalak dessus, ils dansent Kaka dessus. Donc, il y a des ponts où on peut se retrouver, mais après, ce que vous posez comme problème est un gros exemple. Ça peut faire réfléchir et je pense que de plus en plus, avec les classes culturelles initiées par le régime actuel, si ça marche, on pourra d'ici 5-10 ans inverser un peu les tendances. Les tendances carrément au Bénin, on espère vraiment que cette tendance-là serait effectivement renversée puisque la musique béninoise en a besoin. Vous parlez d'une éducation, si vous voulez, même musicale, ça veut dire qu'il faut travailler sur le mental des gens. Absolument. Il faut ramener cela à l'école. Est-ce qu'avec... on a suivi hier à travers le Conseil des ministres la création des classes sportives et culturelles que ça pourrait prendre par la stabilité des talents. La tendance peut être légèrement renversée seulement si on mise sur l'ensemble des écoliers et pas seulement sur les petits génies culturels. Parce qu'après, ceux qui vont se déplacer au spectacle, ce ne sont pas les génies, c'est monsieur tout le monde. Et donc, il faut une part du programme qui s'adapte à tout le monde et qui leur donne des rudiments pour apprécier le travail de la musique installée. Il nous faut, au-delà de ces classes culturelles, je jette un pavé dans la mare, je suis professeur d'éducation musicale, il nous faut, au-delà des classes culturelles, n'est-ce pas, des cours, des d'éducation musicale où on peut étudier l'histoire de l'art. Au mois d'août, par exemple, Jonas Pedro, éphéméride, Adjahoui, éphéméride. Nous avons beaucoup de grands artistes dont nos enfants n'ont jamais entendu parler, alors qu'ailleurs, dans des classes comme l'éducation musicale, qui est obligatoire pour tout le monde en Europe, aux États-Unis, où nous avons travaillé, eh bien, on parle de leurs grands artistes et ça reste dans leur esprit, de sorte qu'après, s'il y a un spectacle sur l'œuvre de Mozart ou sur l'œuvre de Beethoven, tous les Français, tous les Allemands se déplacent. Mais au Bénin, si on fait spectacle aujourd'hui sur Adjahoui, c'est les anciens qui ont connu cette musique qui vont se déplacer. Parce qu'à l'école, on ne parle pas d'Adjahoui. Et dans nos classes culturelles, on n'en parlera pas non plus, parce que ce sera avec uniquement ceux chez qui on aura détecté un certain penchant pour la chose. Et il faut généraliser. Il faudra généraliser, mais ce que nous démarrons est excellent. Nous allons l'implémenter. Et puis après, au niveau des phases de suivi-évaluation, il y a également un ajustement pour les années à venir. Pour les années à venir, merci beaucoup à vous, Meshak Adjako. On comprend simplement qu'il faut préparer un public pour consommer la musique béninoise. En effet. Parce que le public n'est pas préparé, le public ne comprend pas en réalité ce que produisent les artistes béninois et du coup, ils ne sont pas prêts à consommer Ils ne sont pas prêts, mais il nous faut nuancer un tout petit peu parce que si on ferme nos frontières aux artistes étrangers, ils ne nous inviteront pas chez eux. Et nous avons besoin aussi de faire le va-et-vient. C'est un juste milieu. C'est un juste milieu. Merci beaucoup à vous. C'est moi. À très bientôt. Culture terminée, le grand rendez-vous, les plateaux également finis pour le compte de ce jour. Nous allons à présent nous retrouver sur la toile et ça, c'est pour l'actu web.
Bienvenue à la revue web du jour. Ce soir, la toile nous apprend que la montée des eaux du fleuve Niger-Malanville est en état d'alerte sur les risques d'inondation. Le maire de la ville de Malanville, Inoussa Dandankwe, invite les populations à éviter les comportements à risque comme le transport avec les bacs artisanaux, la baignade, le contact du fil électrique traînant dans l'eau et la consommation des eaux souillées qui entraînent des maladies diarrhétiques. Quitter définitivement les zones à risque pour éviter les pertes en vies humaines serait également un moyen sûr d'esquiver le danger, conseille le maire de Malanville. Et en Côte d'Ivoire, la totalité de la production de cacao sera vendue à l'avance cette saison. Selon les informations du média américain, cette démarche vise à permettre la fixation d'un prix garanti tout au long de la saison pour les producteurs ivoiriens de cacao. Ainsi, la vente de près d'1,7 million de tonnes de contrats d'exportation de cacao à la mi-août devrait permettre à l'institution ivoirienne de fixer en octobre un prix garanti situé entre 750 et 800 francs CFA. Cette décision intervient dans un contexte où les mesures récemment prises par le gouvernement de lutter contre la culture illégale de cacao est prévue pour faire baisser la production dans le pays. Et puis, une toute dernière information, la justice française se prononce dans le monde de la musique. Il s'agit des rappeurs Boba et Caris, mis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Les deux frères ennemis du rap français verseront également une caution de 30 000 € et ont interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre. Boba et Caris et leur garde rapproché s'étaient violemment affrontés le 1er août dans un hall de l'aéroport d'Orly devant des passagers médusés. Une situation qui a provoqué des retards sur certains vols et par la suite occasionné des dépôts de plaintes dont celle d'Air France. Les mesures du contrôle judiciaire sont les mêmes pour tous les prévenus, sauf la caution qui concerne uniquement les deux rappeurs. Pour l'avocat de Caris, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les deux amis puissent rejoindre leur famille et préparer sereinement le procès prévu pour le 6 septembre prochain. Amis du web, merci de nous avoir suivis et à demain. Allez, merci beaucoup à Tu Wendo, Narcisse Lagbenou et puis Christelle Agbangla pour l'actu web de ce jour. Le grand rendez-vous presque terminé. La météo d'abord.
Ah oui, stop pour ce grand rendez-vous. Merci et beaucoup d'y avoir été. On va se retrouver demain 19h00. Oui, ça c'est pour un autre grand rendez-vous. L'ADER même pour le compte de cette semaine-ci. Portez-vous bien et restez toujours en compagnie des programmes de BB24. Ciao, ciao.